Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à notre dernier webinaire, en fait, d'ICRI Pandémie, là, notre édition spéciale du séminaire annuel Convergence, Recherche, Intervention, organisé conjointement par le RIS, l'Institut universitaire sur les dépendances, l'équipe Hermès et l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Avant de commencer le webinaire aujourd'hui et de laisser la parole à nos deux conférenciers, j'aimerais faire quelques petites précisions. Donc, vous êtes dans un webinaire là, de type, un Zoom de type webinaire, pardon. Donc, c'est pour ça que votre micro et votre caméra sont automatiquement désactivés, mais je vous invite vraiment à la fin des présentations à interagir avec nos deux conférenciers. Puis, au niveau du déroulement, on va avoir deux présentations de 10 minutes chacune qui sont suivies d'une petite période de précision de 5 minutes entre les deux, puis par la suite, vraiment la grosse période de discussion qui suivra. Donc, n'hésitez pas à me contacter si jamais il y a quoi que ce soit via la fenêtre chat. Puis la conférence aussi est enregistrée, puis les PowerPoints seront disponibles sur notre site web. Donc, ceci dit, je ne prends pas plus de temps. On est très heureux d'accueillir aujourd'hui Antoine Lemay et Émilie Filion pour les webinaires qui s'intitulent « Exploration des caractéristiques des e-sportifs en milieu scolaire ». Puis la présentation d'Émilie qui s'intitule « Stigma et recherche d'aide chez les femmes qui pratiquent des jeux de hasard et d'argent en ligne, une recension des écrits ». Donc, bon webinaire à tous et à toutes. Puis, je laisse maintenant Antoine se présenter puis débuter son webinaire. Merci, Émilie. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente Antoine Lemay. Je suis étudiant au doctorat en psychologie à l'Université du Québec à Montréal sous la direction de Magali Dufour et de Mathieu Goyette. Et aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je vais vous parler de mon projet de doctorat qui porte sur le sport électronique en milieu scolaire au niveau secondaire. Donc, ce que j'ai au menu pour vous aujourd'hui, c'est en fait vous présenter notre échantillon de recherche, puis aussi quelques résultats préliminaires qu'on est en mesure de dégager. Mais avant, je pense qu'on pourrait quand même prendre le temps de juste discuter de façon un peu plus générale du sport électronique, qu'est-ce que c'est exactement, et un peu ce que ça représente au niveau mondial et au Québec. Donc, quand on parle de sport électronique ou de e-sport, en fait, on parle de compétition de jeux vidéo structurés. C'est donc des jeux pour lesquels il va y avoir des ligues qui vont organiser des tournois, des événements pour lesquels il y a des structures qui vont encadrer et favoriser la tenue de compétition. Dans les 10 dernières années, c'est vraiment un phénomène qui a connu une explosion monstre. Si on regarde le marché mondial qui entoure le sport électronique, bien, on voit qu'en 2012, ça représentait environ 130 millions de dollars et l'an passé, ça représentait plus d'1 milliard de dollars. Depuis environ les années 2010-2011 aussi, on a vraiment vu une grande augmentation du nombre d'événements importants qui se tenaient annuellement, donc de compétitions, et des prix qui étaient remis aux participants. On peut penser à, par exemple, des tournois qui frappent l'imaginaire où un adolescent est devenu millionnaire en gagnant un tournoi de Fortnite à l'international. Aussi, une spécificité du sport électronique, c'est que ça attire vraiment l'attention des adeptes de jeux vidéo. Donc, on voit qu'en 2019, il y avait environ 400 millions de spectateurs qui regardaient du sport électronique sur différentes plateformes, ce qui fait que c'est un intérêt qui est semblable au sport plus traditionnel. Et donc, avec toute cette croissance-là, au Québec aussi, le sport électronique a connu une croissance. Par exemple, il y a environ 7-8 ans, on voyait que les cégeps et les universités avaient leur équipe, faisaient des compétitions, ce qui semblait être généralement bien accepté puisqu'on n'entendait pas vraiment parler. Mais c'est vraiment le 3-4 ans, quand le sport électronique a pénétré dans les milieux scolaires au niveau secondaire, que c'est vraiment tombé dans l'attention du public. Donc, initialement, c'était proposé en milieu secondaire de façon parascolaire. Et plus récemment, il y a environ 1 an, certaines écoles commençaient à proposer des concentrations sport électronique études au sein de leur cursus aux élèves. Donc, d'un côté, on voit qu'au Québec, on a des structures qui facilitent le développement du sport électronique et le rationnel est que, puisque les jeunes jouent déjà aux jeux vidéo, ça pourrait être bénéfique d'encadrer leur pratique de jeu tout en essayant de leur inculquer les saines habitudes de vie et d'utiliser leur passion, donc les jeux vidéo, pour les motiver puis les amener à persévérer à l'école. On a un autre côté que c'est un peu plus la vision du domaine de l'éducation puis de la santé, donc des intervenants et aussi des parents qui se questionnent quant au fait que proposer des jeux vidéo à l'école, ça pourrait avoir des conséquences, dont principalement le fait de favoriser le développement de dépendance aux jeux vidéo chez les jeunes. Et donc, ces deux points de vue qui sont diamétralement opposés et qui sont difficiles à concilier, puisqu'il y a vraiment un manque d'études sur le sport électronique à l'heure actuelle, particulièrement en ce qui a trait à l'effet du sport électronique et des conséquences sur les participants.
encore plus, ce manque-là c'est encore plus senti chez les jeunes. Aussi, c'est difficile de se positionner puisque si on regarde ce qu'on connaît sur les jeux vidéo, comme en termes de conséquences ou de facteurs de risque, c'est difficile de savoir si on peut les transposer au sport électronique, puisque comme on le disait au début, c'est tellement différent des pratiques de jeux traditionnels par le fait que c'est social, c'est compétitif et qu'il y a des structures encadrantes. Donc, on avait besoin de nouvelles recherches qui portent spécifiquement sur le sport électronique et encore plus spécifiquement chez les jeunes. C'est dans ce contexte-là qu'on a mené une étude. On a fait un partenariat avec un milieu scolaire pour faire un recrutement, un milieu scolaire qui offrait du sport électronique de façon parascolaire. Et comme je vous mentionnais, je vous présente l'échantillon de notre recherche. Donc, en fait, ce qu'on a fait, on a fait un recrutement au travers tout le niveau secondaire 4 et secondaire 5 de l'école, ce qui nous donnait un total de 219 participants. Donc, au niveau de nos groupes de comparaison, ici, on va comparer les e-sportifs, donc 72, aux non-e-sportifs, 147 participants. Et question d'amener une nuance supplémentaire, comme on sait que les joueurs de jeux vidéo sont principalement des garçons, on va aussi comparer les sportifs avec les garçons non-e-sportifs seulement. Et donc, quand on regarde les données un peu sociodémographiques, on peut constater que les sportifs ne viennent pas de familles si différentes que ça de leurs collègues de classe. Leur situation familiale et amoureuse est relativement semblable. Il y a peut-être un peu plus d'e-sportifs qui rapportent être célibataires et il y en a un peu moins qui rapportent être en couple, mais ce n'est pas quand même le jour et la nuit. Comme dans le milieu scolaire, on a vraiment voulu s'intéresser au temps d'études que les élèves consacraient par semaine, à leur moyenne académique et à leur situation d'emploi. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les sportifs passeraient un peu moins de temps que leurs collègues de classe à étudier par semaine, mais que lorsqu'on regarde les moyennes académiques, la situation est vraiment similaire dans tous les groupes, c'est-à-dire qu'environ 50% des gens vont avoir entre 70 et 79. Il y a 25% des gens qui vont avoir entre 80 et 89%, et il y a un très faible pourcentage qui va avoir plus de 90%. En ce qui a trait à la situation d'emploi, on voit que les e-sportifs, un peu moins d'e-sportifs rapportent ne pas avoir d'emploi, où il y a environ la même propension, soit autour de 20%, qui vont travailler moins de 14 heures par semaine, et il y a un peu plus d'e-sportifs, soit 21%, qui vont travailler entre 15 et 29 heures par semaine. Par la suite, on a voulu documenter les loisirs des élèves. Donc, on avait des loisirs sans écran, des loisirs avec écran qui excluaient les jeux vidéo. On avait la pratique de jeux vidéo et on a combiné les loisirs avec écran et les jeux vidéo pour avoir un score de loisirs devant les écrans. Et ce qu'on constate jusqu'à présent, c'est que les sportifs se distingueraient puisqu'ils consacreraient qu'il y aurait une différence statistiquement significative entre le temps qu'ils passent à jouer aux jeux vidéo et leurs collègues de classe, à raison de 6 heures par semaine. Par contre, lorsqu'on compare les e-sportifs avec les garçons non e-sportifs, on constate qu'il y a une différence de 4 heures, mais que ce ne serait plus une différence qui serait significative. Un peu de la même façon, quand on regarde le temps de loisir d'écran global, on voit que les sportifs passent plus de temps à raison de 4 heures que leurs collègues de classe, mais que ce ne serait pas une différence qui serait significative. Par la suite, on a documenté les conséquences négatives et positives de l'investissement des élèves dans les jeux vidéo. Donc, pour traduire les scores bruts du tableau, juste vous référer à la légende qui figure juste en haut. Et donc, ce qu'on constate, c'est que les sportifs rapporteraient davantage de conséquences dans leur sphère socio-professionnelle et du sommeil que leurs collègues de classe. En ce qui a trait aux conséquences positives, on voit que la plus haute valeur du tableau se trouve les conséquences positives sociales que les sportifs tirent de leur utilisation des jeux vidéo. Donc, c'est intéressant puisque le sport électronique, c'est une discipline d'équipe qui est très sociale en fait. Donc, de voir que les sportifs rapportent d'avoir des bénéfices, c'est quand même intéressant de le constater. Lorsqu'on regarde les conséquences psychologiques, on voit que des différences qui vont dans les deux directions, où les sportifs vont rapporter davantage de conséquences négatives et positives, et dans les deux cas, lorsqu'on les compare seulement avec des garçons, que cette différence-là semble s'effacer, voire même disparaître. Un peu la même chose au niveau de la motivation, où les sportifs rapportent davantage de bénéfices, mais lorsqu'on les compare seulement aux garçons, qu'il ne semble plus y avoir de différences statistiques significatives.
Par la suite, on a administré une série de questionnaires validés. Donc, on avait des questionnaires sur l'utilisation problématique d'Internet, la détresse psychologique, il y en avait d'autres sur l'estime de soi, sur les motivations et la passion à s'investir dans les jeux vidéo. Mais pour aujourd'hui, on va juste se concentrer sur l'utilisation problématique d'Internet, des jeux vidéo et de la détresse psychologique. Donc, en fait, on a utilisé le CIUS-14, qui est un outil validé pour évaluer l'utilisation problématique et la dépendance à Internet. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté un espace réponse pour amener une nuance entre Internet et les jeux vidéo. Donc, même si l'outil n'était pas validé à cet effet-là, on peut quand même voir que les sportifs scorent plus haut au CIUS-14 lorsqu'adaptés aux jeux vidéo, ce qui pourrait souligner qu'il y aurait peut-être plus d'utilisation problématique des jeux vidéo chez les sportifs que leurs collègues de classe. Par contre, lorsqu'on regarde l'indice de détresse psychologique qu'on a utilisé, on voit qu'il n'y a pas de différence significative entre les groupes et même que les sportifs pourraient présenter un peu moins de détresse psychologique que les collègues de classe en général. Donc, pour moi, c'était tout le temps que j'avais pour présenter les premiers résultats puis leur faire un survol de l'étude. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on présente, c'est des résultats préliminaires, donc il faut quand même être prudent dans l'interprétation qu'on peut faire, dans le sens où on a besoin de faire des analyses statistiques qui vont être plus poussées, plus robustes pour avoir plus confiance en nos résultats. Mais tout de même, c'est intéressant d'avoir un premier portrait sur le sport électronique en milieu scolaire, où on peut voir qu'à plusieurs égards, les sportifs ne sont pas si différents de leurs collègues de classe, et particulièrement des autres garçons. Mais en même temps, on peut constater qu'ils passent plus de temps devant les jeux vidéo, qui pourraient avoir des conséquences au niveau soit scolaire ou de leur sommeil, et même qui pourraient avoir une plus grande propension à avoir une utilisation problématique des jeux vidéo. Ou d'un autre côté, on peut voir aussi que les sportifs ne présenteraient pas davantage de détresse psychologique et qui pourraient même tirer des bénéfices au niveau social. Donc, un grand merci pour votre attention. Merci au CRI de nous permettre d'avoir l'opportunité de partager nos recherches. Et en terminant, je vous laisse les références pour le portrait global des jeux vidéo que je présentais au début. Grand merci. Merci beaucoup, Antoine. Donc, Émilie, je t'invite à partager ton écran. Puis pendant les petites minutes que ça va prendre, si jamais il y a des questions de précision, je vous invite à les indiquer dans le chat. Puis sinon, on va pouvoir faire une période de questions plus longue là, à la fin, comme je disais au début. Donc, je pense que ça va. Donc, je te laisserai aller, Émilie, pour ta présentation. OK, parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'opportunité de faire une présentation. Donc, je m'introduis. Mon nom, c'est Émilie Filion. Je suis étudiante à la maîtrise aux facultés de médecine et de sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Donc, moi, je vais vous présenter une recension des écrits que j'ai faite en lien avec mon projet de recherche qui s'intitule « Le stigma et la recherche d'aide chez les femmes qui pratiquent des jeux de hasard et d'argent en ligne ». Et je vais vous présenter, comme je disais, la recension des écrits. Donc, je suis suivie par Eva Brunson, Adèle Morvanou et Christine Loignon. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire? C'est vous donner une explication de la problématique, les enjeux qui existent. Après ça, je vais vous parler de vraiment qu'est-ce qui est connu concernant notre recension des écrits, qu'est-ce qu'on cherche encore. Et rapidement, je vais faire le tour de notre objectif de recherche suite à cette recension. Donc, pour commencer avec la problématique, vraiment pour les jeux de hasard et d'argent, il est important de savoir qu'il y a 71,2% des Québécois qui pourraient avoir dépensé sur les jeux de hasard et d'argent au moins une fois dans la dernière année. 1,8% de ces Québécois pourraient même être considérés comme des joueurs à risque ou ayant un problème de jeux de hasard et d'argent. Donc ça équivaut à environ 215 000 personnes d'après la dernière étude populationnelle. Donc, c'est quand même un grand montant de personnes. Il y a plusieurs conséquences aussi qui peuvent suivre avoir un problème de jeu de hasard et d'argent, notamment santé mentale, des troubles d'anxiété, de dépression, côté interpersonnel, des problèmes de relations, problèmes de couple, problèmes avec les enfants, travail, problème de se rendre au travail à temps, il y en a qui jouent durant le travail aussi. Et vraiment, financièrement, c'est une très grosse conséquence. Donc, il y en a même qui peuvent s'amener vers des actes criminels pour retrouver de l'argent. On a connu vraiment une grande augmentation dans le secteur de jeux d'hasard et d'argent concernant les jeux en ligne. Donc, vraiment depuis les 20 dernières années.
Le tout a vraiment commencé dernièrement en 2010, quand l'Auto-Québec a lancé leur site de jeux d'hasard et d'argent en ligne, donc l'opportunité de pouvoir jouer en ligne. Les conséquences concernant les personnes qui vont jouer en ligne semblent être semblables que ceux qui vont jouer hors ligne, sauf que ça va être un peu plus sévère chez les joueurs en ligne, donc ça va se propager vraiment plus rapidement. Si on parle des femmes plus spécifiquement, on peut voir que dans la recherche que les femmes vont se tourner de plus en plus vers le jeu d'hasard et d'argent en ligne et le sont même encouragées par l'industrie. Comme on peut voir ici dans la photo que c'est une annonce qui a été faite d'une femme qui joue confortablement chez elle avec une tablette. Donc, la facilité est vraiment là. La pratique des femmes va sembler progresser vraiment rapidement vers les problèmes de jeu, spécifiquement chez les femmes comparés aux hommes. Par contre, ce processus et ce contexte est vraiment méconnu chez les femmes, donc on n'en connaît pas vraiment beaucoup. Donc, concernant tout ce qui est dépendance ou le jeu ou tout ce qui est dans ce domaine-là, on connaît vraiment un certain jugement de la population en général qui existe, spécifiquement pour ceux qui vivent des problèmes de jeu. Par exemple, pour les femmes, l'anonymat devient une façon d'être moins jugée quand elles jouent en ligne. Donc, par exemple, il y a une étude qui a été faite en 2008 qui explique qu'au poker, les femmes pouvaient ne pas divulguer le fait d'être une femme ou même de divulguer d'être un homme pour se permettre de ne pas être jugées pendant qu'elles jouent. Donc, on voit que les motivations pour les femmes de jouer en ligne, c'est très, très, très spécifique par rapport à leur situation. Si on parle de, le stigma, ça va amener aussi un problème en rapport à la recherche d'aide. Donc, c'est une des raisons les plus connues qui va faire hésiter à rechercher de l'aide professionnelle ou autrement. Donc, professionnel, on parle des intervenants, des centres de réadaptation ou autrement des groupes de support comme le Gamblers Anonymous, le GA, les amis, la famille. Donc, c'est plus difficile d'aller rechercher de l'aide. Quand une personne va vraiment souffrir d'un problème de jeu d'hasard et d'argent et joue, on connaît vraiment peu concernant leur démarche à aller rechercher de l'aide. Donc, on ne sait pas vraiment c'est quoi les étapes qui vont suivre. Les femmes, spécifiquement, vont rarement aller rechercher de l'aide pour des problèmes et même s'ils le font, elles sont jugées quand même très négativement. Donc, bref, mon projet vraiment va aller chercher ces 4 concepts-là, donc les femmes, le jeu d'hasard et d'argent en ligne, le stigma, la recherche d'aide. On va aller voir c'est quoi l'expérience qui existe par rapport à ces 4 concepts-là. Donc, pour expliquer un peu c'est quoi qu'on est allé chercher dans notre recension des écrits, on a fait 2 recensions. Donc, la raison pour laquelle, c'est parce qu'en début, quand on a fait la première recension, on a mis tout ensemble, incluant les femmes, le jeu en ligne, puis on a trouvé peut-être une vingtaine d'articles scientifiques. Donc, ce n'était pas assez pour vraiment faire un tri et de faire une recension assez complète. Donc, on a séparé ça en 2. On a commencé avec le jeu d'hasard et d'argent, le stigma, la recherche d'aide et les femmes. Et après ça, on a enlevé les femmes et on a ajouté le jeu d'hasard et d'argent en ligne. Donc, pouvoir aller chercher vraiment l'information le plus complète. Donc, pour la première recension, on allait rechercher des études qui étaient spécifiques sur les femmes joueuses ou qui incluent une comparaison des genres dans leur analyse. On est allé chercher des études précisément qui allaient voir la recherche d'aide et des études qui incluaient le stigma comme variable d'étude ou qui ressortit en conclusion. Donc, on a trouvé un total de 7 articles, donc qui étaient soit des populations très cliniquement spécifiques ou qui venaient d'un pays très spécifique. Et qu'est-ce qui est ressorti des thèmes, c'est que les problèmes de jeu d'hasard et d'argent vont progresser plus rapidement chez les femmes. Plusieurs vont partager que le jeu est une activité qui est libératrice pour elles, qui les aide à oublier leurs responsabilités. Les femmes ont aussi tendance à cacher leur comportement dû à la honte, ce qui à la longue peut augmenter les problèmes. Et les femmes ont tendance à se sentir plus en sécurité dans un environnement pour femmes seulement. Donc, il y a plusieurs recommandations qui ont été faites pour aller chercher plus de recherches pour comprendre les femmes spécifiquement, d'avoir des traitements en réadaptation plus appropriés, d'avoir plus d'accessibilité aux services et de comprendre les barrières de recherche d'aide vraiment plus profondément. Donc, un exemple de la première recension, c'est un article de Kaufman qui est ressorti au Royaume-Uni. Donc, ça, c'est des barrières que les femmes ont exprimées par rapport à la recherche d'aide. Donc, elles avaient l'impression d'être pires en ayant un problème en tant que femme dans un monde qui est dominé dans les hommes. Elles sentaient une responsabilité à domicile pour la soin des enfants.
Il y a une femme qui s'est fait dire qu'elle devrait aller dans la réunion des conjointes lorsqu'elle est rentrée dans une réunion GA, parce que c'est pas mal juste des hommes. Elle se sent jugée lorsqu'elle joue sur les machines. Il y en a une qui s'est fait dire par son conjoint qui est dépendant à l'alcool qu'elle est pire qu'une crack addict. Et, excusez, elles sentent avoir l'impression de ne pas mériter d'être en traitement avec les hommes. Donc, pour la deuxième recension, on a cherché plus des études spécifiques sur le jeu d'hasard et d'argent en ligne ou qui incluaient une comparaison des types de jeux, des joueurs dans l'analyse et des études avec une vue précise sur la recherche d'aide ou le stigma. Donc, pour cette recension, on a retrouvé 9 articles, encore une fois avec un groupe de joueurs spécifiques, donc des fois avec le pari sportif ou dans des populations spécifiques. Qu'est-ce qui est ressorti dans cette recension-là, c'est que les joueurs en ligne vont avoir tendance à vivre des problèmes de jeu beaucoup plus rapidement. Les joueurs en ligne vont choisir souvent cette modalité de jeu pour l'anonymat, pour la sécurité. Et on a des recommandations qui demandent beaucoup plus de compréhension et de conscience des problèmes de jeux d'hasard et d'argent en ligne et qui expliquent qu'il y a une pénurie d'études sur les problèmes de jeux d'hasard et d'argent et précisément sur des groupes de joueurs particuliers, donc que ce soit en ligne, paris sportif, donc il manque de connaissances de particuliers. Donc, un exemple, c'est un article de Corney et Davis qui est ressorti, qui expliquait que les femmes dans cet article-là expliquaient que les 3 raisons pour lesquelles elles jouaient en ligne, c'était pour la responsabilité, donc elles pouvaient continuer à prendre soin de leur enfant à la maison, pour la sécurité, donc elles se sentaient moins jugées, plus en sécurité qu'aller jouer dans un bar ou un casino, et elles aimaient le fait de pouvoir pratiquer ou jouer gratuitement avant d'avoir à miser de l'argent. Donc, en résumé, on a trouvé des études quand même assez récentes, qui est bon. On a des résultats qui nous amènent une compréhension des femmes vraiment dans la communauté des jeux d'hasard et d'argent. On a des recommandations fortes envers les études pour les femmes uniquement. Par contre, notre nombre d'études était vraiment limité. On a peu d'explications sur les processus de la recherche d'aide et il y a vraiment un minimum de recommandations qui existaient pour aider les femmes à gérer leur expérience avec le stigma. Ce qui nous amenait à un questionnement de c'est quoi vraiment la particularité des jeux d'hasard et d'argent en ligne chez les femmes et c'est quoi le lien entre le stigma vécu des femmes et la recherche d'aide. Qui nous amenait à mon objectif de recherche pour mon projet de maîtrise, qui est l'exploration de l'expérience de stigmatisation et ses implications dans la recherche d'aide chez les femmes qui pratiquent des jeux d'hasard et d'argent en ligne et qui rencontrent des problèmes de jeu. Donc, juste rapidement, qu'est-ce qu'on va faire comme projet de recherche? Ça va être une étude qualitative exploratoire. Donc, on va aller faire des entrevues semi-dirigées avec les femmes ainsi qu'un questionnaire sociodémographique dans le but, dans le fond, d'aller rechercher une meilleure compréhension des besoins de cette population. On veut mieux connaître les femmes qui jouent aux jeux d'hasard et d'argent en ligne. On veut une compréhension du raisonnement chez les joueuses en ligne. Vraiment, c'est quoi leur réticence à la recherche d'aide? C'est quoi qui les arrête à aller rechercher de l'aide? Et on veut pouvoir faire des recommandations qui vont prendre en compte cette réticence d'aller rechercher de l'aide. Donc, côté intervention, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller les aider à gérer leurs problèmes de jeu? Donc, merci à mes directrices de recherche, le groupe Hermès pour une bourse et le CRI pour l'opportunité de présenter mon projet. Merci. Merci, Émilie. Vraiment super intéressant, vos 2 présentations. Donc, j'invite vraiment les participants maintenant. Vous avez en bas de votre fenêtre Zoom là, complètement un onglet qui s'appelle le chat pour écrire vos questions. Puis, vous pouvez également intervenir de vive voix si vous le souhaitez. Là. Vous avez simplement à lever la main puis je vous accorder à ce moment-là le droit de parole. Puis, les questions peuvent être mélangées là, pour Antoine et pour Émilie là, sans problème. Donc, j'ai une première question de Jessica pour Émilie. Elle te demande s'il y a des résultats qui sont différents selon l'âge des femmes, par exemple des femmes de moins de 25 ans ou de 30 ans. C'est sûr que côté dans les études, c'était rare d'avoir des résultats pour des femmes en bas de 25 ans. Absolument, la population est un peu plus 25 ans et plus. Qu'est-ce qu'on a retrouvé beaucoup, c'est que les femmes un peu plus âgées vont avoir tendance à s'ennuyer pour jouer en ligne, surtout quand on parle du bingo et les choses comme ça qui existent en ligne, souvent à cause des enfants qui partent de la maison. Donc, elles se retrouvent dans un environnement vraiment toutes seules. Elles n'ont plus besoin de s'occuper de leurs enfants.
Donc, ça, c'était quelque chose qu'on voyait beaucoup. Sinon, on ne voyait pas vraiment de différence parce que c'était soit qu'il y avait rien à faire, fait que c'est pour ça qu'ils jouaient en ligne, ou elles aimaient le fait de pouvoir prendre soin de leurs enfants et de jouer en même temps. Ça serait la seule différence vraiment qu'on avait vue. Parfait. Puis une question aussi pour Émilie. Au niveau, tu peux la lire en même temps, Émilie, si tu la vois dans ton chat. Donc, la recension 2, elle parle des motivations qui est intéressante. Puis elle me demande, est-ce que tu as trouvé des éléments sur la recherche d'aide en général sur les jeux de hasard et d'argent en ligne? Peut-être pas nécessairement pour les femmes. Donc, ça pourrait te donner une idée sur les recommandations à émettre en ce sens-là. Ben, c'est sûr qu'on a trouvé des différences entre hommes et femmes. On a trouvé qu'en général, la recherche d'aide est plus difficile. Qu'est-ce que j'ai vu beaucoup dans les recherches qualitatives qui sont ressorties, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas comment aller rechercher d'aide. Donc, elles ne savaient pas qu'est-ce qui existait, que ce soit les femmes ou les hommes, ou surtout côté des femmes, elles voyaient que c'était pas accessible. Physiquement, c'était trop loin. Donc, ça, c'est des choses qui sortaient beaucoup. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est bon. Puis, une autre question pour Antoine de Valérie aussi. Donc, elle te demande quelles sont les implications cliniques de mieux comprendre la situation des sportifs? Oui, merci pour la question. Donc, en fait, le fait de mieux comprendre les sportifs, ce que ça permettrait premièrement de faire, c'est, d'un côté, contextualiser un petit peu les inquiétudes. Comme on voyait l'an passé, juste un peu pendant l'été, avant la rentrée scolaire, on voyait beaucoup de médias qui en parlaient. Il y avait même des politiciens qui se questionnaient par rapport à la cyberdépendance et aussi le fait de proposer des jeux vidéo en contexte scolaire. Mais comme on n'a pas vraiment d'études spécifiques là-dessus, c'est vraiment difficile de se positionner. Donc, ça peut vraiment, d'un côté, de contextualiser les inquiétudes. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter autant, exemple, qu'on le faisait? Peut-être que la réponse est oui, peut-être que c'est non, mais ça va nous permettre par la suite de développer des pistes de prévention qui vont être adaptées aux besoins des jeunes, particulièrement les sportifs. Donc, en sachant qu'exemple, ils vont en tirer des bénéfices, mais on peut aussi savoir où est-ce qu'ils ont des conséquences, puis aussi savoir un peu ça pourrait être quoi les vulnérabilités. Est-ce que c'est plus en termes d'estime? Est-ce que c'est plus en termes d'impulsivité ou des choses comme ça? Donc, ça permettrait vraiment de faire des pistes de prévention de milieu scolaire pour les jeunes, que ça soit adapté. Parfait. Puis Antoine, j'avais peut-être une petite question de précision pour toi. Quand tu comparais les e-sportifs, c'était-tu vraiment les gens qui étaient inscrits dans le programme? Je pense que c'est un programme interscolaire ou c'est les e-sportifs dans une classe ou un petit peu au niveau de ton échantillon? Oui, en fait, c'est le programme scolaire qui était proposé par l'école. Donc, si les jeunes, autant de 4e et 5e secondaire, pouvaient s'y investir. Il y a également d'autres programmes qui étaient offerts à cette école-là que les jeunes pouvaient s'y investir, mais nous, on s'est concentré. En fait, on voulait comparer les jeunes à leurs collègues de classe pour que ce soit le plus semblable possible comme comparaison. Donc, on s'est vraiment concentré sur les e-sportifs de 4e et 5e secondaire. Et c'est ça. Donc, c'était toujours au sein de la même école. OK, parfait, merci. Puis, oups, attends un petit peu. J'ai perdu un peu le fil. Donc, une question aussi de Moshi. C'est comme un truc, voyons, raccourci. Donc, quelles sont les... Je déparle. Excusez-moi. Donc, quelles sont les pistes pour expliquer que la dépendance est plus rapide en ligne? Est-ce que c'est l'accessibilité, des autres pistes? Je pense que c'est une question plus pour Émilie. Oui, dans le fond, c'est sûr que l'accessibilité, ça serait vraiment la partie la plus importante, là, parce qu'on s'entend que physiquement, il faut se rendre à un casino, il faut se rendre à un bar, puis éventuellement, oui, les casinos sont ouverts 24 heures, mais les bars, ils ferment. Côté accessibilité, oui, absolument en ligne. C'est pourquoi la dépendance se crée plus facilement. Puis, on a aussi entendu parler beaucoup de la facilité de tout le temps juste miser de l'argent sans vraiment le réaliser. Habituellement, tu rentres ta carte de crédit, puis ça continue. Aussi, la facilité, sans pas se rendre compte du temps. Donc, il y a beaucoup de petites pistes qui vont faire en sorte que c'est facile en ligne. Aussi, avec les téléphones cellulaires, on a accès vraiment tout le temps, sans arrêt. Ça rend que c'est facile de le cacher, mettons, puis de le faire au travail, des choses comme ça. Donc,
D'après qu'est-ce que j'ai lu, puis c'est sûr que je peux aller chercher plus loin que ça, dans le sens que la différence entre les deux, mais d'après ce que j'ai lu, vraiment, c'est l'accessibilité puis la facilité. Les deux. Parfait, merci. Puis on a une question de Léonie qui nous demande pour vous deux, là, quelles sont les associations avec les TUS? Est-ce que vous avez des informations à ce fait-là entre les jeux d'hasard d'argent, les e-sports, puis les troubles d'utilisation de substances? C'est sûr que moi, je suis intervenante dans un centre de réadaptation. Donc, moi, je travaille avec beaucoup, beaucoup de gens qui ont des problèmes de substances et on parle souvent de la comorbidité qui existe avec les deux dépendances. Donc, c'est sûr que ça existe. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui parlent que la consommation va aller faire de l'alcool, va faire en sorte qu'elles vont jouer plus parce que l'inhibition n'est pas là. C'est sûr que l'association est là, de mon expérience personnelle, juste d'avoir travaillé avec une clientèle qui l'explique, qui le vit. Je ne peux pas dire côté recherche que je suis allée voir spécifiquement les associations qui existent, mais du côté clinique, avec mon expérience, absolument. Ça existe beaucoup. Même chose pour les drogues, donc la cocaïne puis le jeu, là, absolument, c'est une très grosse association. Pour ma part, il y a aussi des associations qui ont été documentées dans la littérature, comme par exemple, il y a des études qui ont été faites sur le fait de participer ou de regarder du sport électronique avec une association avec justement des jeux d'hasard et d'argent émergents, comme l'exemple, soit le pari sur les matchs de e-sport ou également sur l'achat de lootbox ou les microtransactions qui étaient faites. Donc, il y avait il y avait une association qui semblait être faite entre le fait de regarder du sport électronique et également d'investir de l'argent dans des jeux d'hasard et d'argent, peut-être même d'avoir des conséquences à ce sens-là. Mais c'est quand même difficile de se positionner puisque les études sur le sport électronique ont été faites majoritairement chez les adultes, ce qui fait que chez les jeunes, on ne sait pas vraiment si ça tient la route. Par contre, dans notre étude, moi, je vous inviterais à rester à l'affût puisqu'évidemment, on avait des questionnaires pour documenter l'investissement d'argent, l'investissement dans les jeux d'hasard et d'argent et l'utilisation de substances psychoactives aussi. Mais par notion de temps, on n'a pas eu le temps d'analyser toutes nos données. On a travaillé très fort juste pour tirer des constats, faire un portrait rapide pour vous. Donc, ça va être à suivre pour le reste des associations. Parfait. Une autre question pour toi encore, Antoine. Avant de déployer les programmes en milieu scolaire pour les sportifs, avait-on trouvé des appuis sur des études existantes qui mettaient en lumière à la fois les impacts négatifs et les avantages de ce genre de programme-là? À ma connaissance, je dirais non, puisqu'en fait, il y a une ou deux études qui abordent des conséquences négatives du sport électronique à l'heure actuelle. Puis c'est des études qui sont sorties il y a quelques mois à peine. Donc, quand les programmes sont sortis, il n'y avait pas d'études qui avaient étudié les conséquences possibles du sport électronique. Les études étaient davantage faites sur des sportifs. Parce qu'il y a différents types de sportifs. Il y a des gens qui vont faire du sport électronique de façon un peu plus, on va dire, amateur pour le fun, des semi-professionnels. Et il y a des sportifs qui vont gagner leur vie comme ça, que c'est leur métier. Donc, beaucoup d'études ont été faites auprès des sportifs à l'international qui gagnent leur vie comme ça, de façon qualitative. Donc, encore là, quand on regarde ou on veut comparer l'effet que ça a sur eux à des jeunes secondaires, on peut se demander si c'est vraiment généralisable comme données. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas eu vraiment d'appui sur des études qui évaluaient les conséquences du sport électronique. Par contre, peut-être plus la littérature sur les conséquences potentielles des jeux vidéo a été considérée. Mais comme je disais dans ma présentation, on peut aussi se questionner, est-ce que ça s'applique également au sport électronique? Puis c'est quand même très différent. Parfait, merci. Une autre question pour Émilie de Marie-Josée nous demande comment vous allez faire pour trouver les femmes joueuses pour votre projet? Donc, c'est sûr que ça, c'est un enjeu on le sait que ça va être quand même pas nécessairement difficile, mais ça va être spécifique parce qu'on cherche vraiment une population très spécifique. On cherche des femmes dans les environs, Québec, Rive-Sud, qui ont joué en ligne quand même au moins une fois dans la dernière année, puis qui veulent aller discuter de leur pratique de jeu. Donc, on sait que c'est quand même une population très spécifique. On compte aller chercher notre échantillon en ligne,
vu qu'on va aller chercher des personnes qui sont confortables en ligne. Donc, soit à travers les réseaux sociaux, on va faire des annonces aussi dans les journaux de métro. Je vais aller faire des demandes de permission dans les centres de réadaptation, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Je vais aller faire des demandes de permission pour recruter là, parce que peut-être que ces personnes ont déjà recherché de l'aide, qui peuvent en parler. Pourquoi? Ils ont peut-être attendu plus longtemps de donner de l'aide, de demander de l'aide. Donc, c'est sûr que ça va être beaucoup de bouche à oreille aussi. On est encore en train de peaufiner les détails, mais ça va être beaucoup plus en ligne. Aller voir peut-être des forums qui existent de jeux en ligne, peut-être aller faire une annonce là. Fait que ça ressemble pas mal à ça. On s'attend à environ une quinzaine de femmes. Donc, c'est sûr que je ne cherche pas un très gros nombre, mais je cherche du monde spécifique. Ça fait que ça vient avec ses difficultés. Ça marche, merci. Deux autres questions pour Antoine. On nous demande, Jessica te demande, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que la détresse psychologique, qui ressortaient, puis de quelle façon? En fait, je ne pourrais pas vraiment me positionner là-dessus, puisque comme je disais, on a essayé d'analyser les résultats juste pour faire un portrait, puis en même temps tirer pas des conclusions, mais des tendances rapides. Donc, pour les indicateurs, exemple, d'estime de soi, d'impulsivité, sur les motivations et la passion, on n'a pas eu le temps de faire des analyses pour vraiment voir c'est quoi les différences entre les participants. Donc, on a beaucoup d'indicateurs, on a vraiment été chercher le plus d'informations possible, mais en même temps, on n'a pas encore eu le temps de les traiter. Donc, encore une fois, moi, je vous invite à suivre nos projets pour savoir la suite, avoir plus de détails. C'est à suivre, donc. Une autre question aussi pour toi, Antoine. On nous dit, on fait un petit peu un parallèle entre le e-sport et le sport de haut niveau traditionnel. Là. Donc, dans le fond, pour performer dans un sport comme le football, les entraîneurs, ils doivent choisir un bon cahier de jeu, puis surtout accompagner l'athlète durant toute l'année. Donc, le sport est souvent perçu comme étant une deuxième institution qui se joint à l'école pour aider l'étudiant à s'émanciper. Donc, on aimerait savoir votre opinion par rapport aux écoles qui auraient avantage à se construire des programmes pour aider les jeunes à performer dans les sports, autant durant la partie qu'à l'extérieur de la plateforme de jeu. OK. Si j'ai bien compris la question, en fait, ce serait quoi les avantages à construire un programme structuré pour encadrer le jeu? Est-ce que c'est… Oui, c'est ça. Puis de manière plus large aussi, comment on accompagne les personnes dans le jeu puis à l'extérieur aussi. Tu m'entends-tu bien, Antoine? Tu peux voir la question dans le chat. Oui. Oui. Puis je vais me permettre de faire un lien avec une autre question qui a été posée plus tôt aussi. Donc, comme je mentionnais plus tôt, le développement des programmes n'a pas reposé sur des études qui ont évalué les conséquences potentielles de l'investissement du sport électronique, mais les programmes ont quand même été développés avec prudence, si on peut dire, dans le sens que les écoles souvent proposaient aussi, exemple, des ateliers pour les jeunes ou qu'il y avait quand même un suivi qui était fait avec les jeunes, exemple, qui devaient avoir une certaine moyenne scolaire, faire un nombre d'heures d'activité physique, puis également qu'il y avait des ateliers de sensibilisation, exemple, pour la dépendance et des choses comme ça. Donc, ils ont quand même été prudents, même si ça n'avait pas des données probantes, si on peut dire. Puis, l'avantage qu'il pourrait avoir à structurer un peu la pratique de jeu, mais je pense que c'est une optique, comme je mentionnais au début de la présentation, il faudrait essayer, on dirait, de concilier les deux visions qu'on peut avoir quant au sport électronique, puisqu'évidemment, il pourrait avoir des conséquences potentielles, mais dans une optique de réduction des méfaits, c'est quand même un point que les jeunes jouent déjà aux jeux vidéo, puis que ça ne semble pas être une tendance qui va disparaître demain matin. Donc, comme les jeunes jouent déjà, ça pourrait être bien, justement, de peut-être les sensibiliser à avoir un peu comme une diète, d'avoir un menu équilibré peut-être de leur pratique de jeu, qu'ils soient plus sensibilisés à certaines conséquences, qu'il y ait des habitudes de vie qui sont associées justement pour que ça soit plus saine. Et donc, ça pourrait avoir des conséquences positives dans le sens que ça sensibiliserait les jeunes à avoir une utilisation des jeux. Ça pourrait la normaliser, mais en même temps, ça pourrait amener à avoir une utilisation qui est peut-être plus balancée, si on peut dire. Parfait, merci. Puis j'ajouterais à ça, est-ce que tu penses qu'il y aurait avantage à avoir un sentiment d'appartenance à ce groupe-là, puis à avoir des choses à l'extérieur? Comment tu verrais ça au niveau d'un programme plus large?
Je pense qu'il y a aussi une partie qui appartient, si je peux me permettre, au milieu scolaire, dans le sens que certaines écoles proposent du sport électronique de façon plutôt, on dit, amateur ou récréative. Ça veut dire que les jeunes vont s'investir parce que ils aiment les jeux vidéo, puis en même temps, ils ont une équipe, ça fait des amis avec qui ils jouent, et d'autres écoles qui visent peut-être un peu plus la performance des jeunes. Donc, c'est sûr que là, la visée va être différente ou davantage misée sur peut-être la compétition, la performance. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie qui, je pense, que c'est difficile à répondre puisque ça appartient aux objectifs de l'école qui en prend la décision. Est-ce que ça répond un petit peu à la question? J'ai l'impression que je suis un petit peu à côté avec ma réponse, mais c'est une grosse question en même temps puisque je ne peux pas me baser sur des données scientifiques en ce moment. C'est une opinion personnelle, puis ça dépend de plusieurs facteurs, en fait. Oui, c'est bon. Donc, en fait, ça fait le tour des questions. Je vous laisserai encore un petit instant. J'ai mis dans le chat, vous avez vu probablement un court questionnaire d'évaluation si vous voulez donner votre rétraction sur le webinaire d'aujourd'hui puis le concept du pandémie en général. Donc, je laisserai un dernier petit mot à nos deux conférenciers avant de conclure si jamais il y a des choses que vous auriez aimé ajouter puis que vous n'avez pas eu le temps. Puis par la suite, s'il n'y a pas d'autres questions ni de main levée, je sais qu'il y en avait une tantôt puis qui est partie. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Donc, un dernier petit mot peut-être, Émilie, que tu aurais aimé préciser. Dans le fond, peut-être juste préciser aussi de où est-ce que ma motivation sort pour faire ce projet-là. C'est sûr que c'est un projet très spécifique. Donc, comme je disais avant, je suis intervenante dans un centre de réadaptation. Donc, le centre de réadaptation Foster's, ça fait 2 ans et demi que je travaille là. Suite à mes études dans mon bac en psychologie, j'ai vu avec leur clientèle comme quoi que, tu sais, la recherche d'aide, ceux qui venaient le chercher, ils expliquaient comment que ils n'étaient pas sûrs ou, tu sais, ils ne disaient pas à leurs proches pourquoi ils étaient là ou ils mentaient. Ils disaient qu'ils étaient partis en vacances et qu'ils n'étaient pas présents. Donc, j'ai beaucoup parlé de stigma dans ma pratique clinique. Puis, c'est quelque chose qui vient me chercher personnellement. Donc, c'est pour ça que quand j'ai embarqué dans mon projet pour faire une maîtrise, je voulais vraiment travailler avec le stigma. Puis là, avec les spécialités de mes directrices, puis on est comme réussi à se joindre sur quelque chose. Donc, puis c'est aussi pour ça que je pousse une recherche qualitative parce que je ne me voyais pas faire une recherche quantitative quand j'ai une expérience clinique. Ma job, c'est de parler avec les personnes à la journée longue. Donc, c'est un peu de là que ça sort ma motivation pour ce projet-là. Donc, c'est vraiment une motivation autre que juste aller faire de la recherche. Il y a un petit bagage en arrière de ça. C'est juste préciser ça. Merci, Émilie. Super intéressant. Antoine? Pour ma part, je tiens à remercier tout le monde d'avoir assisté, ceux qui ont pu, évidemment, d'avoir assisté à la présentation. Merci pour vos questions, pour votre intérêt. Un petit peu comme je l'ai mentionné, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est de présenter vraiment un premier regard. Donc, c'est pour ça que je mentionnais des limites au niveau de l'interprétation des résultats, puisqu'on a fait des analyses le plus rapidement possible pour pouvoir vous fournir un premier portrait, puisqu'il y a un manque d'études et je pense que de l'intérêt du public de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec le sport électronique à l'école. Donc, évidemment, on va avoir des résultats plus étoffés, mais on a aussi beaucoup d'autres éléments qu'on pourrait analyser, comme je parlais des motivations envers les jeux vidéo et la passion, que ça pourrait vraiment avoir un effet modérateur. Puis il y a certaines études qui le montraient que les motivations à s'investir dans les jeux vidéo pouvaient avoir un effet modérateur et même prédicteur du développement ou non de conséquences. Donc, ça va vraiment être intéressant d'analyser ces données-là pour voir est-ce que les e-sportifs se distinguent en termes de motivation et de passion envers les jeux vidéo versus leurs collègues de classe. Mais ça aussi, je vous invite à rester à l'affût pour plus de détails. Merci. Merci vraiment à vous deux. Merci aussi aux 30 participants qui ont pu se joindre à nous aujourd'hui. C'était vraiment super apprécié. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée à tous et à toutes. Puis, au plaisir de vous revoir dans nos prochaines activités.